Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de porter la voix des évidences scientifiques pour parler d'un outil de prévention incontestable, sûr, efficace et validé, le vaccin antipneumococcique, et aussi de m'élargir un petit peu sur l'intérêt de la couverture des adultes vulnérables par ce vaccin. C'est un symposium qui a été organisé par nos amis Pfizer. Alors, pour comprendre la logique vaccinale, il est important de revenir sur les caractéristiques de cette bactérie. C'est une bactérie qui est redoutable. C'est une bactérie à gram positif encapsulée en forme de diplocoque qui a été isolée pour la première fois par Louis Pasteur en 1881. Elle est redoutable parce qu'elle contient des armes de virulence très puissantes qu'ils utilisent à différentes étapes de processus pathologique. La plus emblématique, c'est sa capsule polysaccharidique, qui constitue un véritable bouclier protecteur contre la phagocytose et l'opsonisation, et dans sa composition chimique, elle est variable d'une souche à l'autre, ce qui permet de définir la diversité antigénique, l'existence de nombreux sérotypes. Actuellement, on compte plus de 100 sérotypes, chacun défini par la structure unique de sa capsule, ce qui explique la variabilité, que ce soit en termes d'immunogénicité ou de leur potentiel pathogène. Heureusement, actuellement, il y a environ 20 à 25 sérotypes qui sont responsables de la majorité des maladies invasives graves. Aussi, il y a une distribution géographique des sérotypes qui est variable, et cette hétérogénéité mondiale qui justifie l'ajustement successif des formulations vaccinales. Alors, cette diversité antigénique de la capsule, elle est très importante parce que c'est elle qui guide la conception des vaccins antipneumococciques qui sont fabriqués à partir des antigènes capsulaires purifiés des sérotypes les plus fréquents et les plus virulents, ce qui induit une production d'anticorps anti-capsules spécifiques. Un petit rappel sur la signification des lettres et des chiffres. Chaque sérotype porte un numéro et parfois une lettre. Le numéro correspond à l'ordre de découverte des formules antigéniques capsulaires et la lettre correspond à des variants très proches chimiquement appartenant au même groupe mais ne provoquent pas la même réponse immunitaire, donc ils doivent être considérés comme deux sérotypes distincts. Toujours dans les caractéristiques de ce pneumocoque, il a une grande plasticité génétique qui lui permet de s'adapter par la transformation génétique en réponse toujours aux pressions exercées sur les vaccins, les sérotypes vaccinaux par la vaccination et l'antibiothérapie, ce qui change la capsule et donne naissance à de nouvelles souches. Les conséquences de cette transformation génétique sont l'acquisition rapide de résistance aux antibiotiques, un échappement au système immunitaire et surtout le phénomène de remplacement sérotypique après la vaccination et la circulation de nouvelles souches, ce qui explique pourquoi la maladie persiste toujours malgré la vaccination. Plusieurs études ont démontré cet état de fait. Je parle du remplacement des sérotypes. Je donne l'exemple de cette méta-analyse qui a démontré le déclin des sérotypes vaccinaux après l'introduction de vaccins conjugués au niveau de toutes les régions. Par contre, il y avait l'augmentation significative de la prévalence des sérotypes non vaccinaux, suggérant ce remplacement sérotypique. Cet état de fait a été rapporté même dans les études marocaines pour les patients âgés, les adultes jeunes et les sujets âgés de plus de 60 ans, qu'il y avait un remplacement sérotypique. Donc, en conclusion pour cette première section, que l'infection par le pneumocoque est une menace, se contrôle mais jamais effacée. Les changements de sérotype imposent une surveillance épidémiologique continue et une adaptation régulière des politiques vaccinales. Maintenant, en ce qui concerne les mécanismes d'induction de la maladie pneumococcique, je rappelle que c'est un agent ubiquitaire à haut potentiel de diffusion. La transmission se fait en interhumain par gouttelette respiratoire, ce qui explique la diffusion rapide en milieu collectif dans les zones tropicales et sahéliennes et surtout pour les sujets ayant une faible couverture vaccinale. La colonisation de nasopharynx par le pneumocoque elle est silencieuse. Jusqu'à 60% des enfants sont des porteurs asymptomatiques. Ils représentent des réservoirs mais aussi des vecteurs.
Le pire, que le pneumocoque il peut persister après même une infection guérie. Et ça permet d'entretenir un réservoir endémique. Alors, maintenant, quels sont les terrains sur lesquels se greffe le pneumocoque? Sont en général ceux ayant des altérations des moyens de défense fonctionnels ou structurales. Je cite l'exemple des enfants de moins de 2 ans ayant un système immunitaire immature, les sujets âgés de plus de 65 ans, les patients immunodéprimés par le VIH, le cancer, les greffés, les patients sous biothérapie, les patients ayant des maladies chroniques, le diabète, l'insuffisance rénale, les hémodialysés et les patients ayant des maladies chroniques respiratoires ou cardiaques. Aussi, les fumeurs, l'alcoolique, les spléniques sont aussi vulnérables à ces infections. Donc, toutes ces données rappellent que la vulnérabilité n'est pas l'apanage d'un seul profil de patient. Ces situations concernent plusieurs spécialités. La médecine interne, la pneumologie, la cardiologie, la néphro, l'hémato. Et cela souligne la responsabilité partagée de tous les cliniciens dans la prévention vaccinale. Et nous souhaitons que la vaccination, dans un futur proche, devient un réflexe interdisciplinaire, car les taux de couverture restent très insuffisants, y compris dans les pays industrialisés. Donc, au-delà de la science, il y a une question de moralité médicale. Comment justifier de ne pas proposer un vaccin dont l'efficacité et la sécurité sont solidement établies à un patient fragile par ses comorbidités? Refuser cette protection, c'est ignorer un devoir éthique fondamental, celui de prévenir plutôt que de subir et de protéger plutôt que d'attendre la complication. Alors, pour le scénario physiopathologique de l'infection à Streptococcus pneumonia, en général, il y a toujours un équilibre entre l'hôte et pathogène, mais dans les situations d'immunodépression, il se produit une rupture de cet équilibre et le pneumocoque arrive à joindre les différents organes, dans le poumon, les oreilles, le sang et puis les organes, dont les méninges. Donc, pour les pathologies graves liées au pneumocoque, je commence par le type moyen aigu et la sinusite qui est considérée comme bénigne, mais fais attention, c'est une circonstance de prescription de beaucoup d'antibiotiques, donc de l'émergence de l'antibiorésistance. Elle est responsable de 25 à 40% des pneumonies bactériennes à pneumocoque, des fois sévères et compliquées. Il est responsable aussi des septicémies et de bactériémies qui sont caractérisées par des taux de mortalité élevés. Aussi le problème de la méningite à pneumocoque qu'on voit beaucoup dans nos services, qui constitue la forme la plus grave des méningites bactériennes avec un taux de létalité très élevé de 20 à 30% et des séquelles neurologiques fréquentes. Alors la mortalité liée au pneumocoque demeure globalement élevée, mais elle présente une grande variabilité selon les régions géographiques. Ça, vous le savez tous, il y a une différence d'accès aux soins, de mise en œuvre des programmes de vaccination, de prévalence des comorbidités, de la résistance aux antibiotiques et aussi de la fréquence de l'infection à VIH, surtout dans l'Afrique subsaharienne. Le décès estimé est de 1,2 million de décès par an dans le monde et le taux de létalité global, selon certaines études, est d'environ 10% et peut atteindre 35% chez les personnes âgées et les patients fragiles. Donc, comme je viens de le dire, il y a une grande disparité en termes de mortalité. Dans les années 2009, il y avait le taux de mortalité global chez les enfants était très important, de moins de 5 ans, 133 pour 100 000 enfants. Le coût, le fardeau économique, il est très important en termes d'hospitalisation fréquente, prolongée, un recours massif aux antibiotiques à large spectre, des examens diagnostiques coûteux, et puis des séquelles neurologiques et auditives qui nécessitent des rééducations et des implants. Le coût indirect aussi, il est considérable en termes de perte de productivité, de décès prématurés et de la charge sur les familles. Le coût global en général entre le direct et indirect d'un épisode sévère peut représenter plusieurs mois de revenus familial dans les pays à revenus intermédiaires. Alors dans ces pays, le fardeau de pneumococcique chez l'adulte, l'évaluation elle est très limitée parce que les systèmes de surveillance sont insuffisants. Les zones les plus touchées, c'est l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud, avec un impact majeur du VIH. Et malgré la vaccination infantile, il y a encore des taux de létalité qui sont importants, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, et avec les mêmes facteurs aggravants que je viens de citer. Donc, l'analyse de ces données souligne le mérite d'aborder la vaccination antipneumococcique dans une perspective élargie, incluant non seulement les enfants, mais aussi les adultes.
C'est un investissement rentable. Le rapport coût-efficacité est très favorable. Chaque $1 investi dans la vaccination anti-pneumococcique permet d'économiser 2 à 3 $ en soins directs. Vous pouvez confirmer, professeur? Très bien. Alors, ces vaccins, le principe de ces vaccins est qu'ils ciblent les sérotypes les plus souvent impliqués dans les infections invasives. Les objectifs, c'est de prévenir les formes graves des infections pneumococciques, de réduire les hospitalisations et la mortalité, réduire la transmission nasopharyngée, protéger aussi les non-vaccinés par l'effet d'immunité collective et induire une protection efficace et durable. Les principaux types de vaccins antipneumococciques, il y a les polyosidiques qui constituent les premières générations de vaccins antipneumococciques et les vaccins conjugués. Il est très important de faire la distinction car elles déterminent leur mécanisme immunologique, l'efficacité selon l'âge et l'utilisation clinique. La différence, elle est claire, c'est la composition qui conditionne la réponse immunitaire. Les polyosidiques sont composés des antigènes polysaccharidiques nus de 23 sérotypes, donc ils induisent une réponse T indépendante. Il y a des avantages et des inconvénients. Les principaux inconvénients, c'est qu'ils ne sont pas efficaces chez l'enfant de moins de 2 ans parce qu'il n'y a pas de mémoire immunitaire. L'effet protecteur diminue après 3 à 5 ans. Pas de protection mucosale, pas d'effet sur le portage nasopharyngé, donc pas d'immunité du groupe. Alors, pour les conjugués, ils sont composés d'antigènes polysaccharidiques associés à une protéine vectrice de Corynebacterium diphtérie qui existe dans plusieurs vaccins combinés. Ils induisent une réponse T-dépendante. Ils sont indiqués aussi bien chez les adultes, les nourrissons et les enfants, avec une mémoire immunitaire durable, protection dès les premiers mois de vie, diminution de portage et de la transmission et l'effet sur l'immunité collective. Je rappelle pour la couverture sérotypique pour les vaccins conjugués, ils protègent contre 13 à 20 sérotypes. Par contre, pour le vaccin polyosidique ou polysaccharidique, ils protègent contre 23 sérotypes de pneumocoque. Comme vous voyez ici, le 23, il est composé de 13 sérotypes qui existent dans le VPC 13 associés à d'autres sérotypes complémentaires. Alors, pour les schémas vaccinaux chez les adultes, je sais qu'il y a plusieurs noms commerciaux, il y a plusieurs compositions qui sont indiquées dans les pays du Nord, mais je vais faire le point uniquement sur les vaccins qui existent chez nous. Au Maroc, comme dans nombreux pays, en utilisant les schémas combinés, administrer en premier une dose de vaccin conjugué, PCV13, suivi par un vaccin polysaccharidique pour une couverture sérotypique plus large et pour une meilleure protection. Puis après, on doit prescrire des rappels après 5 ans de la dernière administration du vaccin 23 valences. Alors, avec quelques particularités, en cas de vaccination antérieure par le vaccin polyosidique 23, il faut attendre un délai de 1 an avant le Prevnar 13, puis programmer le VPO 23 5 ans après le précédent. Le délai d'1 an permet d'éviter une hyporéactivité immune due à l'épuisement des lymphocytes B simulés par les polyosidiques et permet une réponse optimale au Prevnar 13. Aussi, il y a d'autres exceptions qui peuvent changer le schéma de vaccination. C'est le cas des greffés de cellules souches hématopoïétiques. Les greffés ont un défaut de réponse contre les antigènes polyosidiques. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'administrer à partir de 3 mois de la greffe, à 1 mois d'intervalle, 3 injections à 1 mois d'intervalle, le Prevnevar, et puis à 6 mois après la 3e injection, le VPO 23 ou le VP13 s'il y a un rejet de greffe. Alors, en ce qui concerne l'efficacité vaccinale, donc ça a été démontré qu'il permet la réduction de 60 à 80% des infections invasives dans les pays qui les ont intégrées au calendrier, avec une diminution des hospitalisations et du coût global de santé, avec un effet indirect protecteur réduisant la circulation bactérienne et donc les défenses liées aux formes graves.
Pour les nouveautés remarquables entre 2024 et 2025, il y a une extension des âges recommandés pour la vaccination des adultes. Aux États-Unis, il y avait un rabaissement d'âge, l'indication de l'âge à 50 ans. Et puis, dans certains pays, ça dépend selon la distribution des sérotypes, il indique d'élargir aussi la couverture sérotypique. Donc, il y a une tendance aussi vers la simplification des recommandations concernant une dose versus deux doses pour les VPC pour certaines présentations. Alors, pour conclure, la couverture vaccinale antipneumococcique chez l'adulte demeure insuffisante, y compris chez les sujets les plus vulnérables. Face à ce constat, il va falloir mettre en œuvre des recommandations vaccinales chez l'adulte et puis adapter en permanence les stratégies vaccinales, renforcer la surveillance épidémiologique des sérotypes. La sensibilisation, elle est très importante pour lutter contre l'hésitation vaccinale, et il faut anticiper les évolutions du pneumocoque qui passent aussi par un travail sur notre conscience professionnelle. Reconnaître que protéger nos patients par la vaccination, c'est un acte de soin, un acte éthique et parfois même un acte de justice sociale. Et je vous remercie pour votre attention.